Bonjour et bienvenue au livre audio de Nulle part au Texas de François Barcelot. Le premier livre dans la série de Les Aventures de Benjamin Tardif. Avant-propos. C'est le projet d'un voyage au Texas en 1988 qui m'a donné l'idée de cette histoire. Quelques mois plus tard, une fois le roman terminé, je n'ai trouvé nulle part au Texas de lieux ou de personnages ressemblant à ceux que j'avais imaginés. Que voulez donc que je fasse? Je n'allais pas quand même jeter au rebut une histoire que j'avais écrite avec tant de mal et tant de plaisir et qui ne pouvait se situer nulle part ailleurs qu'au Texas. Le premier jour, Benjamin Tardif s'arrêta sur l'accotement sablonneux et laissa ronronner le moteur du Westphalia. Il tendit la main vers la carte routière du Texas sur le siège du passager. Après une minute, sans avoir regardé la carte, il tourna la clé d'allumage. Le paysage qu'il avait sous les yeux méritait plus qu'une courte pause. C'était sûrement la vue la plus spectaculaire depuis qu'il avait quitté Montréal. Il était arrivé au bout d'un plateau pas très élevé. Consulté, la carte précisait qu'il était en un lieu nommé Hilltop of the World, à 582 pieds d'altitude, pas même 200 mètres. Cela n'était pas bien haut. Il fallait être texan et amateur de superlatifs pour donner un nom pareil à ce sommet désertique. Mais le paysage qui s'étendait plus bas suggéra à Benjamin Tardif des images de paradis terrestre. Il reconnut que cette désignation de côte du sommet du monde relevait autant de la licence poétique que de la vantardise. Devant lui, la route commençait par descendre tout droit vers le golfe du Mexique. Mais juste comme elle arrivait à une petite forêt d'arbres et d'arbustes le long de la côte, elle faisait un léger crochet vers la droite pour longer le rivage sur 1 kilomètre ou deux, avant de tourner encore pour s'enfoncer dans le désert en direction du Mexique. Entre Junior's Last Run, qui est le nom d'une ville en passant, dans le livre, où Benjamin Tardif avait fait le plein d'aisance, et Badernia, qui est aussi le nom d'une ville, la prochaine petite ville, il n'y avait pas le moindre nom d'inscrit sur la carte. La station-service de Junior's Last Run avait d'ailleurs prévenu quiconque savait lire les avertissements aux voyageurs du désert. Dernière occasion de faire le plein à toute heure d'ici 100 km. En fait, on pouvait lire sur le panneau de tôle Last 24-hour gas for next 60 miles. Mais Benjamin Tardif était traducteur spécialisé et il avait la manie de traduire tout ce qu'il disait ou entendait. Pendant ses longues vacances, cela lui permettait de garder la main, mais peut-être en aurait-il autant s'il avait été facteur ou plombier. Donc, il arrivait dans quelques minutes au bas de la côte descendant du lieu dit Hilltop of the World. À quelques centaines de mètres de la route, de longues vagues à crête blanche venaient s'effacer sur les plages sablonneuses de plusieurs petites baies séparées les unes des autres par des rochers. La route lui ferait ensuite longer sur sa gauche quelques bouquets d'arbres, juste à l'endroit où elle amorçait un second crochet de quelques degrés vers la droite en direction de la partie la plus aride du désert. Il y avait un petit bâtiment. C'était peut-être une station-service. Benjamin Tardif se rappelait l'avertissement de celle de Junior's Last Run, qui laissait presque entendre qu'il en existait une autre sur cette route, mais que celle-là n'était pas ouverte tout le temps. Il remit le moteur en marche et arriva rapidement au premier virage de la route. Un tout petit chemin de sable, quasiment invisible dans le sable environnement, parce qu'à peine plus pâle, s'ouvrait au milieu des buissons vers la mer. Pas la moindre affiche privée ou d'avance d'entrée, pas même l'énigmatique avis posted que les initiés savent interpréter comme défense de passer et surtout de chasser. Il faisait chaud, horriblement chaud, même en roulant toute vite baissée. Sans doute ce chemin conduisait-il à une des plages aperçues de là-haut. Il était déjà 2 heures d'après-midi. Le sel de l'eau de mer sur la peau de Benjamin Tardif ne pourrait s'embêter longtemps puisqu'il projetait d'arrêter dans un camping public que lui promettait la carte à Badernia, près de la frontière mexicaine. Le Westphalia s'engagea donc dans le petit chemin du centre, duquel quelques touffes d'herbe poussaient péniblement. Benjamin Tardif avançait prudemment. À gauche du chemin, 2 carcasses de vieilles Chevrolet achevaient de rouiller. Il roula quelques instants encore, les arbustes l'empêchant de voir où il allait. Et soudain, la mer s'ouvrit devant lui. Il avait vu de belles plages depuis 3 mois qu'il était parti de Montréal, mais jamais une comme celle-là. Imaginez une petite baie enfoncée entre 2 pointes rocailleuses dans une mer bleue turquoise, dont les vagues viennent doucement mourir sur du sable blanc,
poudreux comme de la neige. Surtout, cette plage présentait un avantage qu'il n'avait trouvé sur aucune des plages qu'il avait fréquentées jusqu'à là. Il n'y avait personne. Pas le ventre d'un Américain, pas la cuisse d'une Américaine, pas un seul parasol ni le moindre cerf-volant. Pas de canne à pêche, pas de chaise pliante, pas de glacière, pas de radio, pas même un chien. Rien. La plage était à lui tout seul. Il n'avait que seul l'approprier s'il le désirait. Il roula tout doucement jusqu'au dernier buisson car il savait que le sable du bord de la mer est parfois traître et qu'il risquait d'attendre du secours longtemps s'il s'enlissait en ce coin perdu. Il descendit, fit le tour du véhicule, tira la porte coulissante, tendit la main vers le sac de toile où gardait son maillot de bain, sa serviette et sa crème solaire. Mais il interrompit son geste, examina la plage derrière lui. Il n'y avait vraiment personne. Enfin l'occasion rêvée de se baigner tout nu chez ces puritains américains pour lesquels un sein nu mérite un séjour en prison et un pénis au soleil, sans doute l'émasculation définitive. Il se déshabilla, laissa ses vêtements sur le banquette arrière et marcha vers l'eau. Celle-ci n'était pas froide du tout, ni chaude non plus, comme il le redoutait encore plus. Elle était tout juste un peu rafraîchissante et toute la chaleur que son corps avait cumulée en cette journée disparut en un instant. Elle plongea dans la première lame qui roula vers lui, émergea de l'autre côté en secouant les cheveux, plongea encore, fit quelques longueurs de crawl, laissa son corps se redresser à la verticale. Il touchait tout juste le fond. Il valait mieux ne pas aller plus loin au cas il y aurait des courants contraires. Il allait retourner vers la plage lorsqu'il entendit le roulement familier de la porte coulissante du Westphalia qui se refermait. Il eut tout juste le temps de voir une silhouette sur le siège du conducteur. Une vague lui donna une poussée vers le rivage. Il s'efforça de se remettre debout, d'avancer rapidement dans l'eau qui s'opposait à son corps. Le Westphalia partit à vive allure en soulevant un nuage de poussière et disparut derrière les buissons, bien avant que Benjamin Tardif n'ait atteint la plage. Il se mit à courir dans le chemin sablonneux à travers le nuage de poussière laissé par le véhicule. Puis, le nuage se dissipa. Quand il arriva à la grande route, il ne restait plus que son Westphalia que des empreintes de pneus dans le sable qui pointaient vers la gauche. Il resta debout au bord de la route jusqu'à ce que soit le petit point rose Westphalia sur la route noire ne soit plus que le fruit de son imagination. Et il se rendit compte qu'il était debout, tout nu sur le bord d'une route. Il venait de voir disparaître à l'horizon non seulement son véhicule, mais encore ses bagages, ses vêtements, son matériel de camping, ses cartes de crédit, son passeport et son argent. Il s'était s'efforcé d'imaginer toutes les mésaventures qui pourraient s'abattre sur lui pendant son voyage et il avait cherché à s'en prémunir, mais celle-ci était totalement inattendue et beaucoup plus catastrophique. Il était en quelque sorte naufragé, comme Robinson Crusoe, à la différence que celui-ci avait récupéré quelques mille du naufrage de son navire, tandis que lui n'avait rien. Il était venu comme l'enfant qui vient de naître, sur une route déserte où il n'avait rencontré personne, à l'exception de son voleur, depuis qu'il avait traversé Junior's Last Run. Le soleil lui tapait sur la tête à point qu'il sentait le sang lui battre dans les tempes. Il alla s'asseoir à l'ombre d'un arbuste pour réfléchir à la situation. Il aurait pu rester là à attendre le passage d'une voiture ou d'un camion, mais s'arrêterait-on pour un homme nu gesticulant au bord de la route? La veille, il avait vu un homme arrêter sa camionnette sur le bord d'une route semblable, sortir une carabine et tirer plusieurs fois en direction du désert. Benjamin Tardif, qui l'avait suivi de loin, avait ralenti et avait vu une boule de fourrure, une coyote sans doute, rouler plusieurs tours sur elle-même avant de s'immobiliser, et l'homme était reparti en laissant l'animal qu'il venait de tuer. Le propriétaire de la prochaine camionnette qui passerait par là n'en profiterait pas pour s'exercer à la chasse aux coyotes sur un hurlu tout nu. Bref, Benjamin Tardif n'était pas seulement naufragé, il risquait de devenir gibier s'il se montrait. Et dès qu'il aperçut un petit point rouge qui descendit du Hilltop of the World, il préféra se terrer derrière les buissons. C'était effectivement une camionnette, et elle avait une carabine à lunettes accrochée à un support à l'arrière de la cabine. Elle passa sans ralentir, et Benjamin poussa un soupir de soulagement. Il songea à marcher loin de la route en se cachant du buisson en buisson, jusqu'à la station-service qu'il avait cru apercevoir au sud. Peut-être, si ce n'était qu'une maison abandonnée, y trouverait-il de vieux vêtements. Mais les buissons étaient rares le long de la route et il devrait marcher de longs moments loin de tout abri.
Un camionneur armé surgissant alors pourrait facilement le prendre en chasse. Inutile aussi de faire demi-tour. Il n'y avait pas homme qui vive à moins 50 km derrière lui, et les premiers kilomètres seraient particulièrement pénibles en plein soleil dans la longue côte. Il ne lui restait plus qu'une possibilité, passer par la mer en marchant sur la plage ou en pataugeant dans l'eau jusqu'à la première maison. Il n'y avait peut-être parmi les arbres le long de la mer, car l'endroit lui semblait trop beau pour qu'il n'en ait pas. Il pourrait s'en approcher suffisamment pour s'expliquer avant que son propriétaire n'ait le loisir de décrocher sa carabine. Ce plan lui sembla aussi aléatoire que le premier, mais il avait l'avantage de lui permettre de retourner dans l'eau et d'éviter les coups de soleil. Il reprit donc le petit chemin qu'il avait d'abord mené à la baie paisible et se replongea dans l'eau avec délice. Elle paraissait encore plus parfaitement rafraîchissante que quelques minutes plus tôt, et le premier quart d'heure qu'il passa à marcher dans la mer le rassura sur la sagesse de son plan. Le sable jusqu'à la sortie de l'anse était doux et l'eau assez limpide pour lui permettre d'éviter les rares cailloux et les morceaux de coquillage. Passé ce point, le littoral était toutefois bloqué par des roches qui s'avançaient dans l'eau. Benjamin Tardif était bon nageur, mais il hésitait avant de se lancer tête première dans les flots pour contourner les rochers. Il se méfiait des courants qui pourraient l'entraîner vers le large ou, au contraire, le pousser violemment contre les rochers, mais il n'avait plus le choix. Il se mit donc à nager doucement, d'une brasse tranquille, et constata avec satisfaction que le courant le poussait vers le sud, sans l'éloigner du rivage. Il nagea ainsi, ou plutôt se laissant emporter par la mer jusqu'à la pointe rocheuse, puis se retrouva dans une autre baie, plus petite qu'à la première, mais presque aussi belle. Il s'approcha de la plage, resta assis dans l'eau quelques minutes pour reprendre son souffle. Le soleil commença à baisser à l'horizon et il résolut d'attendre que l'obscurité soit plus totale. D'une part, les lumières des habitations, s'il y en avait sur ce rivage, seraient bientôt plus aisément visibles et il risquait moins de passer à côté l'une d'elles sans la voir. D'autre part, l'obscurité lui permettait de s'en approcher sans une vue et de crier « Excusez-moi, je suis un étranger, je me suis volé ma voiture et tous mes affaires personnelles. Pour l'amour de Dieu, aidez-moi. » Il répéta ce discours à haute voix, dans son meilleur anglais. Il était particulièrement fier de son pour l'amour de Dieu, for God's sake, qui lui semblait judicieusement choisi pour toucher ces gens, généralement aussi portés sur la religion que sur les armes à feu. Lorsqu'il fit presque noir, elle se remit à l'eau. Il faisait assez sombre, en tout cas, pour rendre parfaitement visible toute lumière sur le rivage, si lumière il y avait. Comme il ne pouvait plus voir le fond de l'eau, il nageait tout le temps, même dans les endroits sablonneux, alternant entre sa brasse tranquille et un crawl à peine plus énergique. Il évitait ainsi de s'ouvrir un genou sur un rocher. Il craignait aussi qu'un requin, une raie ou quelque autre saloperie ne vienne l'assaillir, mais il tentait de se rassurer en se disant que ce serait bien le comble du malheur si, le même jour, il se faisait dévorer par un requin après s'être fait voler tout ce qu'il possédait. Effectivement, il ne frôla ni requin, ni raie, ni aucune autre saloperie. Il ne vit non plus aucune lumière avant de sortir de cette baie, puis d'entrer dans une autre tout à fait semblable. En fait, il allait sortir de cette baie encore, la quatrième, lorsqu'il aperçut par-dessus son épaule droite une lumière toute proche qu'il venait de dépasser. Cette lumière lui avait sans doute été dissimulée jusqu'à l'heure des buissons. Peut-être avait-il simplement été distrait. Il se laissa revenir à la verticale, toucha du bout des orteils le fond de la mer. Son cœur battait à tout rompre, mais il s'efforça de se calmer pour observer tranquillement la source de cette lumière. C'était une petite maison blanche, de couleur pâle en tout cas, au toit en pente douce qui se détachait sur le ciel presque noir. 4 cocotiers l'entouraient, la lumière qu'il apercevait par 2 fenêtres, celle qui faisait face à la mer et l'autre du côté sud était blafarde et vacillante. Une bougie peut-être? Pas une lampe électrique en tout cas, à moins que ce ne soit une veilleuse. Il ne vit près de la maison aucun véhicule, surtout pas un de ces camionnettes qui le terrorisaient, mais il pouvait y en avoir de l'autre côté. Il commença à s'avancer vers le rivage tout doucement, faisant le moins de bruit possible. La maison, même dans l'obscurité,
montraient de signes évidents de délabrement. Les corniches étaient abîmées, quelques carreaux d'asphalte battaient au vent sur le toit. Elle sortit de l'eau en redoutant l'aboiement féroce d'un chien. Pas de bruit, pas de télé non plus. Sans doute les habitants de la maison étaient-ils sortis en ne laissant allumer que la veilleuse dont elle voyait la lueur par les fenêtres. Mais elle ne commenterait pas la bêtise d'essayer d'entrer sans permission et de risquer que des gens le prennent pour un cambrioleur. Elle gravit tout doucement les marches d'une petite galerie branlante vers une porte dont la mousquetière avait été remplacée par un panneau de contreplaqué. Elle se demanda si la maison n'était pas abandonnée. Mais non, la veilleuse prouvait le contraire. Elle frappa à la porte. Excusez-moi, cria-t-elle en anglais d'une voix qu'il s'efforça de rendre forte mais douce, sans trop savoir comment cela pouvait être possible. Je suis un étranger, je me suis volé ma voiture et tous mes effets personnels, aidez-moi. Pas de réponse. Elle se mordit les lèvres d'avoir oublié son judicieux For God's sake. Il y a quelqu'un se demanda-t-elle encore. Sûr que je suis là, fit une voix bourrue avec l'accent chantant du sud. Sure, I'm here, avait dit la voix, comme si cela avait été évident qu'elle était là même avant qu'elle n'ait parlé. Excusez-moi, répétait-il, je suis un étranger, me suis volé ma voiture et tous mes effets personnels. Pour l'amour de Dieu, aidez-moi. Chiche, dit la voix. Elle avait dit bullshit, mais si Benjamin Tardif aurait eu à traduire cette expression, il aurait sans doute utilisé une expression comme chiche. Chiche, ouais, même si ce n'était pas du tout la même chose. Je vous jure. La porte s'ouvrit sur une lampe à pétrole tenue par une femme. Il essaya de dissimuler son corps derrière le cadre de la porte. La femme était noire, genouillée et difficile à dire dans la lueur mouvante de la lampe. Je vous jure que je me suis fait voler. Même mes vêtements, j'ai besoin d'aide. Vous pouvez téléphoner. Pas de téléphone. Ah. Il hésita, s'efforça de réfléchir, mais le fait d'avoir à se cacher l'empêcha de penser clairement. Écoutez, dit-elle enfin, vous pouvez me donner de vieux vêtements de votre mari et je vous bénirai jusqu'à la fin de vos jours. La femme fit la moue. Peut-être était-elle moins religieuse que la plupart des gens du Sud qui l'avaient rencontrée jusqu'à là. Pas de mari, laissa-t-elle enfin tomber sur le ton le plus parfait indifférence. Vous avez peut-être de vieux jeans? Je ne porte pas de pantalon. Il se demandait si ses réponses sympathiquement négatives, no phone, no husband, no pants, étaient des expressions d'hostilité ou simplement la vérité. Il se mit à chercher désespérément une question qui aurait des chances à lui soutirer un yes. Vous êtes seul ici? Demanda-t-il enfin, car cela lui semblait évident. Pas de vos affaires, répondit-elle sur le même ton bourru. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous voulez dire alors? Quelqu'un d'autre peut-être aurait pu me donner de vieux vêtements. Je peux vous donner des vêtements à moi si vous voulez, mais je n'ai pas grand-chose. Enfin, une remarque positive. Il sauta dessus sans hésiter. N'importe quoi ferait l'affaire. Elle referma la porte, revint avec un bout de tissu qu'elle lui tendit. C'est tout ce que dont j'ai plus besoin. Merci. Elle s'écarta de la porte en mettant les mains devant la lampe pour examiner les vêtements. C'était une culotte de femme, tout à fait démodée, un tissu soyeux garni de franges dont il ne pouvait deviner la couleur dans l'obscurité, mais il l'enfila sans hésiter. La culotte était beaucoup trop grande pour lui. À la ceinture élastique, il fit 2 nœuds qu'il joignit à l'avant. La culotte ne tombait pas, mais une testicule pendait sous le rebord gauche. Il s'efforça de la rentrer, remonta la culotte jusqu'à son ventre, puis revint à se placer devant la lampe, en espérant que son allure apitoierait la femme. Merci. Il n'y a pas de quoi, dit-elle. Elle avait dit You're welcome, avec le même ton de politesse machinale qu'adoptent les Français pour dire il n'y a pas de quoi. Il resta debout devant elle. Elle tenait la lampe à bout de bras pour bien le voir, lui, mais cela la rendait, elle, difficile à voir. Pour mieux distinguer ses traits, elle tendit sa main devant la flamme. La femme n'était pas aussi grosse que la culotte la laissait supposer. J'ai suivi un régime, expliqua-t-elle, comme si elle l'avait lu dans ses pensées. Il baissa la main et sourit en espérant la faire sourire. Elle ne sourit pas. Y a-t-il un voisin à qui vous pouvez demander de téléphoner à la place? Pas de voisin. Le plus proche est à 50 km par là et à 50 km par là. Fit-elle en pointant successivement le pouce dans 2 directions opposées. De toute façon, ajouta-t-elle, je peux pas leur téléphoner.
Elle parlait en mille, bien entendu, pas en kilomètres. Mais Benjamin Tardif avait l'habitude de convertir les chiffres des textes américains et qu'il avait à traduire. Vous n'avez pas d'auto non plus? Pas d'auto. Et puis, le shérif Case aime pas beaucoup les hommes qui se promènent tout nus ou en culotte de femme. Je comprends, dit-il même si elle ne comprenait pas tout à fait. Il n'aime pas les homos, les nudistes non plus. Je comprends, répéta-t-il sottement. Je suis vraiment contente que vous compreniez tout, dit-elle avec un petit rire. Ça la réconforta à Benjamin Tardif de constater qu'elle pouvait rire, mais elle ne savait plus quoi dire. Il fit semblant de prendre congé dans l'espoir qu'elle proposerait quelque chose, de l'héberger peut-être, ou qu'elle suggérerait une autre solution à son problème. Il lui tourna le dos, descendit les marches, convaincue qu'elle allait le rappeler. Elle ne rappela pas. Elle allait simplement à la porte battre derrière lui. Il marcha jusqu'à la plage, s'assit sur le sable frais. Elle n'était pas sûre que la situation ne se soit améliorée depuis sa rencontre avec la femme. Bien entendu, il n'était plus tout à fait nu, mais cette culotte trop grande ne suffirait pas à le protéger du froid de la nuit et des ardeurs du soleil ou à écarter de lui la hargne des chasseurs des coyotes. Le voisin le plus proche était à 50 km, le téléphone le plus proche était à même distance, et le seul être humain à qui il pouvait demander de l'aide n'avait rien voulu lui fournir de mieux qu'une vieille culotte trop grande. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une femme pouvait bien faire dans un endroit pareil, sans téléphone, sans voiture? J'ai trouvé ça aussi. Il se retourna, elle lui tendait une chemisier aussi vaste que sa culotte. Ça aussi, c'était avant mon régime. Merci beaucoup. Y a pas de quoi, répéta-t-elle en se retournant en rentrant chez elle sans se presser. Benjamin Tardif n'avait toujours pas pu voir son visage autrement que sous la lueur mouvante de la lampe à pétrole. Mais la démarche ondulante et vaporeuse de sa silhouette était un vibrant hommage à l'efficacité de son régime amaigrissant. Dans le chemisier, il trouva aussi 2 tranches de pain qu'il eut tout le temps de dévorer avant de s'endormir, au moment même où il se disait qu'il serait incapable de fermer l'œil. Le deuxième jour. Avant même qu'il ouvre les yeux, ses mésaventures de la veille lui revient à l'esprit. Comble de malheur, il sentait une ombre au-dessus de lui, et c'était sans doute cet objet s'interposant entre le soleil et lui qui l'avait réveillé. Il s'efforça de garder les yeux fermés et de faire mort. Il espérait vaguement que s'il s'agissait d'un chasseur de coyotes, celui-ci n'aurait pas le cœur de gaspiller une balle sur un mort habillé d'une culotte de femme à franges et un chemisier dont Benjamin Tardif ignorait encore la couleur, tout en se doutant fort bien que celle-ci ne devait pas être particulièrement masculine. L'ombre s'écarta de lui, elle entendit des pas s'éloigner. Il ouvrit les yeux, se tournant en direction du crissement de chaussures dans le sable et vit la femme noire qui s'éloignait de sa démarche féline. Près de lui, elle avait laissé une tasse de café et 2 tranches de pain mal enveloppées dans du papier journal. Où allez-vous? Lui demanda-t-il lorsqu'il l'a vue contourner la maison au lieu de rentrer chez elle. Travailler. Elle avait dit ça dans un ton joyeux. Sans doute exerçait-elle une profession agréable. Il se leva, la suivit autour de la maison alors qu'elle s'engageait dans un petit chemin formé de cailloux et de coquillages. Où? Là-bas. Elle avait fait un geste vague, comme si le lieu de son travail englobait tout le sud du Texas, et peut-être le nord aussi. Il courut pour la rattraper, mais fut forcé de ralentir lorsqu'elle arriva pieds nus sur des cailloux et des coquillages. Comment y allez-vous? Une limousine vient me chercher. Elle avait dit ça avec le genre de mouvement d'épaule qui accompagne généralement un rire retenu, mais qui peut aussi n'être rien du tout. Benjamin Tardif s'arrêta au milieu du chemin. Ses pieds nus souffraient sur les pointes des coquillages les plus acérés. Elle chercha à droite et à gauche une voie les plus propices aux pieds nus, mais il y avait de chaque côté de fourrés épais, sûrement garnis d'épines qui lui déchiraient la peau. Vous pouvez m'amener? Pas question. Elle avait dit no way, et déjà elle disparaissait au premier virage du chemin de coquillage. Elle fit encore quelques pas en sautant d'un pied sur l'autre, mais dut renoncer. Elle revint sur la plage où il but le café tiède et mangea les 2 tranches de pain enveloppées dans les pages de Natural Enquirer. Il avait l'habitude de lire tout ce qui lui tombait sous les yeux. Il parcourut en mâchant son pain des articles sur la survie de John Kennedy,
Photographié récemment en train de prendre un café à Dallas avec son frère Robert, et sur les révélations d'une jeune femme qui affirmait avoir couché avec 16% des sénateurs des États-Unis et 21% des membres de la Chambre des représentants. Elle y découvrit aussi des choses tout à fait sérieuses, du moins en apparence. Par exemple, que sur notre planète, 2 avocats sur 3 exerçaient leur profession aux États-Unis, pays qui formait 10 fois plus d'avocats que d'ingénieurs, alors que les Japonais faisaient l'inverse. Une fois le petit déjeuner avalé, la feuille de journal parcourue, Benjamin Tardif osa enfin examiner à son accoutrement. Son chemisier arborait un motif à vaille, mariant audacieusement le jaune serein et le vert cacadois. Heureusement, les couleurs étaient à demi effacées par de nombreux lavages, mais c'était indiscutablement un vêtement de femme. Cela devait se voir à 100 pas, tout comme cela devait se voir à 100 pas qu'il était un homme avec des jambes aux poils touffus, sortant de la trop grande petite culotte aussi turquoise que l'eau du golfe. Sous le soleil, mieux valait un vêtement de femme que rien du tout. Il l'avait boutonné tout de travers la nuit précédente et le reboutonna minutieusement mais péniblement, peu habitué qu'il était à glisser des boutons de gauche dans des boutonnières de droite. Il s'installa sur une grosse pierre à l'ombre du cocotier le plus près de la plage. Celui-ci, comme tous celles qu'il avait vues la veille, était un petit coin de paradis, du sable blanc parsemé de coquillages, les vagues venaient se briser en bruissant. Un petit vent tout doux. Même le ciel était désert et cet endroit devait être loin des bases aériennes militaires et hors des couloirs de l'aviation civile. C'était exactement le genre d'endroit qu'il était venu chercher. Sur cette plage, si elle avait eu son Westphalia, le reste de son matériel et un peu d'eau douce, elle aurait été parfaitement heureux. Passer à l'eau lui fit faire le tour de la maison à la recherche d'un robinet extérieur et n'en trouva pas. Il n'y avait pas de porte de l'autre côté de la maison, là où normalement serait trouvé l'avant. Il revint du côté du golfe. À son grand étonnement, la porte s'ouvrit sans opposer la moindre résistance. Elle n'avait pas de serrure, ni crochet, ni loquet. La propriétaire ne craignait pas les voleurs, mais un rapide coup d'œil à l'intérieur démontra Benjamin Tardif que les voleurs n'auraient pas eu là grand-chose à voler. Il entrait un peu gêné d'en faire sans permission. Il y avait une antique pompe à eau à côté de l'évier sur un comptoir de bois usé. C'était le genre de pompe qu'il fallait amorcer avec un peu d'eau. À côté, il y avait un gobelet plein d'eau qu'il versa dans l'orifice au haut de la pompe. Quelques bons coups sur la manche et l'eau se mit à couler abondamment dans l'évier. Il eut un plein gobelet d'eau fraîche, puis un deuxième, puis un autre encore. Il examinait ensuite le reste de la maison. Celle-ci ne composait que 2 pièces, une cuisine qui faisait aussi office de salle de séjour, une chambre à coucher, en plus d'une salle de bain toute petite dont la cuvette était abominalement rouillée. Il était évident que la propriétaire des lieux devait remplir un seau d'eau et le verser dans la cuvette parce que la chasse d'eau ne fonctionnait pas et qu'elle négligeait de le faire aussi souvent qu'elle aurait pu dû. Dans le garde-manger, il n'y avait que le corps d'un pain dont la date de péremption, si Benjamin Tardif ne se trompait pas de ses calculs, était le dimanche précédent, et une bonne dizaine de boîtes de chili con carne en conserve, toutes de la même marque, Grandma Thurston. Il alluma la télé dans la partie salle de séjour de la presse principale. Rien. Il fit le tour des chaînes. Rien. Il alluma la lampe posée sur la télé. Encore rien. Il poussa l'interrupteur près de la porte d'entrée. Toujours rien. Il sortit, passa à l'avant de la maison, ou du moins au côté du mur. Aucun fil électrique. Il n'était donc pas question de fusible ayant sauté de panne de secteur. La maison avait déjà eu de l'électricité, mais elle ne l'avait plus depuis longtemps. Et sa propriétaire, soit par négligence, soit dans l'espoir qu'un jour elle pourrait avoir du courant, avait tout laissé tel qu'auparavant, avec la télé branchée dans une prise totalement morte. Il revint dans la chambre, meublée d'une commode et d'un vieux lit à 2 places, très fatigué. Il ouvrit le placard, essaya toute paire de chaussures qu'il trouva, mais ne parvint à glisser le pied dans aucune. Il retourna à la cuisine, fouillant dans l'armoire sous l'évier. Il y trouva une paire de mitaines pour le four. Des mitaines noires et roses. Il y glissa les pieds. Miracle! Le talon n'entrait pas, mais au moins la pointe des pieds et une bonne partie de la plante s'étaient protégées. Il retira les mitaines, les glissa dans la ceinture de sa culotte. Pas la peine de les porter à l'intérieur de la maison, mais avec ses planchers de bois usés, il ne se présentait aucun risque d'écharde.
Un examen plus approfondi de la maison ne lui révéla rien d'autre d'intéressant ou d'utile. La femme aurait pu, il est vrai, lui prêter une culotte plus petite, un tiroir de la commode en était plein, mais pouvait-il lui reprocher de lui avoir donné une dont elle ne pouvait plus se servir? Elle fut tentée d'en changer, mais ça leur été du vol. Pour les mitaines, ça n'était pas pareil. Si elle avait demandé à la femme, elle aurait sans doute accepté de lui céder. Il devait être midi environ lorsqu'il termina son examen de maison. Il ressortit, chaussa les mitaines avant de s'engager dans le chemin de coquillage. En marchant sur la pointe des pieds, il arriva à avancer sans faire mal. Mais il n'était pas question de parcourir des kilomètres de cette manière. La maison était loin de la route. Au moins en eut-il l'impression à marcher lentement, en s'efforçant d'éviter les points de coquillage les plus acérés. Où pouvait-elle bien travailler pour qu'une limousine vienne la chercher dans ce coin perdu? Un bordel, peut-être? Sans qu'elle soit une beauté fatale et sans qu'il soit possible d'affirmer que son régime avait été une réussite absolue, elle ne la trouvait pas vilaine du tout. Il en était là dans ses pensées lorsqu'il arrivait à vue de la route. Marchant sa pointe des pieds, il y était parvenu presque sans s'en rendre compte. Tout à coup, il leva les yeux et aperçut la femme de l'autre côté de la route. Elle se cacha derrière un fourré. Elle était assise dans une chaise droite à l'ombre d'un petit toit de tôle posé sur 4 poteaux. Il lisait un journal de format tabloïd, sans doute le dernier numéro de National Enquirer. Entre elle et la route, il y avait 3 pompes à essence d'un modèle périmé depuis longtemps, chacune surmontée d'un grand contenant en verre gradué. À côté d'elle se dressait une grande affiche en tôle sur laquelle étaient grossièrement peints les mots: pas d'essence avant 50 km, pas d'eau, pas d'air, pas de toilette, pas de crédit, pas de carte, pas de chèque, pas de batifolage. Les 7 premières parties de l'affiche étaient aisément traduisibles, mais Benjamin Tardif avait été bien embêté par la traduction à donner au dernier avertissement No fooling around. Il comprenait aisément qu'elle ait voulu faire valoir ce qui était de toute évidence à l'avantage de son poste d'essence tout à fait primaire, l'absence totale de concurrence dans une région où les pannes d'essence n'étaient pas particulièrement recommandables, qu'elle fasse savoir qu'elle offrait de l'essence, et rien de plus était également fort compréhensible. Les automobilistes abusent souvent de ces postes dans ces endroits perdus pour mettre de l'eau dans leur radiateur et de l'air dans leurs pneus, faire pipi et repartir sans avoir rien acheté. Mais le no fooling around jetait Benjamin Tardif dans la plus profonde perplexité. Que voulait-elle dire par là? Est-ce que c'était un avertissement générique destiné à quiconque aurait voulu lui faire perdre son temps, d'une manière ou d'une autre? Une menace à l'endroit de ceux qui essaieraient de la voler ou de l'embêter de quelque manière que ce soit? Ou n'était-ce pas plutôt un avis à ceux qui seraient tentés de lui pincer les fesses ou de la compter fleurette? Si elle avait eu à la traduire, elle aurait opté pour une formule aussi vague en français. Pas de batifolage, par exemple. Il resta longtemps, 1 heure, peut-être plus, à observer la femme. Mais aucun véhicule ne passa par là et le soleil finit par se déplacer de façon à le laisser totalement hors de l'ombre de son fourré. Il préféra revenir à l'ombre du cocotier sur la plage, où il s'assit sur la grosse pierre plate qui deviendrait de toute évidence, s'il devait rester là longtemps, son siège préféré, puisqu'il n'y avait pas d'autre. La faim lui tirera tout l'après-midi jusqu'au retour de la femme. Tiens, vous êtes encore là, vous? S'exclama-t-elle en montrant sa galerie. Où voulez-vous que j'aille, habillé comme ça? Avait-il retorqué en s'efforçant de prendre un air plus pitoyable qu'agressif. Elle avait poussé la porte et était rentrée sans s'occuper de lui. Il resta là, affamé, assis sur son cocotier, à se demander s'il devait aller frapper à la porte, lui rappeler son existence, auquel il l'aurait encore oublié. Il était parfaitement conscient qu'à être embêtant. Si elle avait choisi de vivre dans ce coin perdu, à supposer qu'elle l'a fait exprès, c'est sûrement parce qu'elle ne tenait pas particulièrement à faire la connaissance du plus grand nombre possible de ses contemporains. Et si elle avait pour seul revenu la vente d'essence du plus minable des postes d'essence qu'elle ait jamais vu à l'est et à l'ouest du Bangladesh, elle n'avait sûrement pas de quoi nourrir personne d'autre qu'elle-même. Elle s'apprêtait à se lever, à supplier de l'aider à trouver un moyen de se tirer de là, lorsqu'elle ressortit avec un bol à soupe en plastique dont dépassait la manche d'un ustensile. Elle marcha jusqu'à lui et lui tendit le bol. C'était du chili con carne en conserve avec une grosse cuillère en acier inoxydable rouillé. Merci beaucoup. Elle ne répondit pas avec son habituel You're welcome.
Il faut que vous partiez d'ici. Si le shérif Case vous voit, vous êtes pas mieux que mort. Justement, si je dois partir d'ici, il faut que je voie le shérif. Je me suis fait voler toutes mes affaires. Dans mon pays, quand je fais voler mes affaires, on va voir la police. Ici aussi, je suppose. Elle ne releva pas l'ironie mi-repos et resta debout au-dessus de lui à secouer la tête. De quelle couleur était-elle, votre auto? C'est une Westphalia ou un véhicule Volkswagen pour le camping. Vous voyez ce que je veux dire? Celui avec un toit qui s'ouvre un bout comme ça. Elle avait placé ses deux avant-bras horizontalement devant lui à hauteur du menton. Elle avait soulevé une main pour expliquer comment s'ouvre le toit d'une Westphalia. Elle hoche la tête comme pour affirmer que c'était impossible qu'un toit de ce véhicule ouvre de cette manière. Je vois, mais il était de quelle couleur? Qu'est-ce que ça peut faire? Il était de quelle couleur, votre putain de camion? Elle avait haussé la voix et a dit Your fucking truck. Étonné de la voir se fâcher pour si peu, il répondit honnêtement Rose. Oh merde. Elle avait dit oh shit d'un air si catastrophique qu'il se demandait ce qu'il pouvait y avoir de si terrible. À posséder un Westphalia rose, mais ce n'était pas à lui non plus sa couleur préférée. C'était un véhicule d'occasion, entreprit-il d'expliquer. Je l'ai acheté de quelqu'un qui allait mourir. Du sida, je parie? Non, du cancer, mentit-il. C'était pourtant bel et bien le sida qu'on disait que la fleuriste Bernard à qui le Westphalia avait appartenu était mort. Et Benjamin Tardif se surprit à avoir honte de la maladie du ex-propriétaire de son véhicule. Écoutez, reprit-elle, si jamais vous parlez au sheriff Case, dis-lui que vous avez fait voler une Cadillac noire, pas un Westphalia rose. Sinon, vous êtes mort. Qu'est-ce que le shérif peut avoir contre les Westphalia Rose? Il y en a un qui lui est déjà entré dedans ou quoi? Peut-être que oui, répondit-elle sur le ton de quelqu'un qui ne peut pas discuter. D'ailleurs, comme par hasard, elle cessa de discuter, lui tourna les talons et rentra chez elle. Mais elle ouvrit aussitôt la porte, le temps de crier La prochaine fois que vous prendrez de l'eau, laissez-en un gobelet pour amorcer la pompe. Il n'y a rien qui me fait plus chier que ça. Il n'eut pas le temps de dire excusez-moi, que déjà la porte était refermée. Il regarda dans le bol de plastique. C'était du chili en conserve, comme s'il y en avait tant des boîtes sur les tablettes de la cuisine. Il sembla à Benjamin Tardif ne pas avoir dans son bol que la moitié d'une boîte. La femme devait donc se contenter ce soir-là d'une moitié d'une boîte elle aussi, à moins qu'elle ne se soit servie d'une boîte et demie pour elle tout seul. Elle crut entendre la porte se refermer derrière lui. Il garda le dos tourné, certain qu'il la verra s'approcher. Mais elle ne s'approchait pas et il finit par se tourner pour voir qu'est-ce qui se passait. Sous la balustrade de la galerie, elle avait simplement laissé une couverture. Lorsqu'il finit de manger le chili, qu'elle n'a pas sa faim qu'à demi, il rinça le bol et la cuillère dans l'eau salée et les laissa sur la galerie en échange de la couverture. Merci, cria-t-il. Une vague bruit parvint de l'intérieur. Peut-être c'était un You're welcome. Peut-être c'était un grincement de chaise. Il fit plutôt froid ce soir-là. Un vent d'est s'était levé, traversant la grotte et fouettant les vagues sur la plage. Benjamin Tardif, encore tiraillé par la faim, n'arrivait pas à dormir. Il venait de songer que si quelqu'un avait volé son Westphalia sur la plage, fallait que cette personne soit rendue là par un autre moyen. Il était impensable qu'elle ait marché 50 kilomètres. Elle était venue là avec un autre véhicule, un camionnette, une moto, une voiture, pourquoi pas un vélo? Et s'il s'était donné la peine la veille de regarder au alentour de l'endroit où il avait volé son Westphalia, il aurait pu trouver cet autre véhicule. Peut-être serait-il encore temps le lendemain matin d'aller voir s'il est toujours là. Il va s'agir d'une vieille voiture abandonnée en échange de son Westphalia. Ou peut-être, à défaut de véhicule, aurait-il des empreintes de pneus ou de pas qui constitueraient des indices sur l'identité de son voleur. Il fallait retourner là-bas au plus tôt avant qu'un orage efface ses traces. De toute façon, cela l'occuperait. Elle se promit de supplier de son réveil la jeune femme de leur laisser de sa part un message au premier automobiliste qui s'arrêtait au poste d'essence. L'automobiliste n'aurait qu'à téléphoner à Fréviré, à Charles Tardif, pour lui dire que son frère Benjamin avait des ennuis au Texas. Quelque part à mi-chemin entre Junior's Last Run et Budernia. Le troisième jour. Lorsque Benjamin Tardif se réveilla, le soleil était levé depuis longtemps. Il trouva près de lui une tasse de café qui achevait de tiédir et 4 tranches de pain qui séchaient au soleil dans une feuille de journal mal repliée. S'était-il rendu compte que 2 tranches de pain ne suffisaient pas à soutenir un homme pendant une journée entière, ou avait-elle un bout de pain dont elle voulait se débarrasser?
Toujours est-il qu'il dévora le pain avec avidité. Il n'hésitait qu'un instant entre aller parler à la femme ou au poste d'essence et se mettre aussitôt en route pour la plage où il s'était fait dévaliser. L'idée qu'il pourrait trouver le véhicule de son voleur ou des indices sur son identité l'excitait au plus haut point. Il alla dans la maison boire quelques verres d'eau et prit soin de laisser bien le gobelet d'amorçage. Le courant du golfe allait toujours dans la même direction vers le sud. Il était donc inutile d'essayer de nager. Il passa par la plage en gardant les mitaines dans la ceinture de sa culotte. Chaque fois qu'il arrivait à un endroit rocailleux, il les chaussait et continuait sur la pointe des pieds jusqu'à la plage suivante. Il lui fallut au moins 2 heures, estima-t-il, tout en se doutant bien qu'il pouvait se tromper considérablement, pour se rendre à la plage de l'avant-veille. Il la reconnut aisément. C'était toujours la plus belle. De là, il prit le chemin sablonneux jusqu'à la route. Après s'être assuré qu'aucune voiture n'était en vue, il parcourut les environs. Il trouva une centaine de mètres plus loin un endroit ou un autre chemin encore plus petit, encore plus sablonneux et qu'on pouvait facilement confondre avec un élargissement de l'accotement, enjambait le fossé asséché. De l'autre côté, il trouva des empreintes de pneus derrière de gros buissons qui auraient pu lui cacher un véhicule au moment où il venait, l'avant-veille, de courir jusqu'au bord de la route. Il était impossible à Benjamin Tardif de savoir jusqu'à regarder ses traces s'il s'agissait d'une camionnette ou d'une voiture, mais il lui semblait évident que son voleur avait caché là son véhicule, le temps de lui voler le sien et de revenir reprendre celui-là, peut-être à la faveur de la nuit et probablement avec l'aide d'un autre conducteur. Si Benjamin Tardif avait eu, immédiatement après le vol, la présence d'esprit de chercher dans les alentours, il aurait trouvé le véhicule et pu prendre le voleur sur le fait à son retour. Quoique, devant un homme nu et désarmé, le voleur aurait été en position de force, et peut-être avait-elle plutôt eu de la chance à s'en aller sans plus réfléchir. Elle s'éloigna, fit quelques pas en direction du premier petit chemin, mais revint en arrière. Elle se mit à genoux dans le sable, essaya d'observer les moindres détails des empreintes de pneus avant qu'elles disparaissent avec la première pluie. Mais il avait beau s'efforcer de noter les moindres détails, il devait convenir que ces empreintes étaient les plus banales du monde, du moindre aux yeux d'un profane. Elles semblaient de largeur moyenne, mais il ne pouvait pas les comparer à d'autres pour s'en assurer, et les dessins de la semelle étaient parfaitement invisibles. En se relevant, il regarda toutefois les empreintes le plus près de la route. Là, à l'endroit où le véhicule avait tourné à gauche pour remonter sur la route, elles étaient plus nettes. Elle s'en approcha, se mit encore à quatre pattes dans le sable pour bien les examiner. Elles étaient inégales, mais un patient examen lui permet de reconnaître que celle de droite comptait 5 nervures en zigzag. Tous les pneus du mode en avaient-ils autant? Elle n'en savait rien. Elle examina les empreintes des pneus gauche, 5 nervures aussi. Il s'approcha de l'endroit où les pneus avaient atteint la chaussée en tournant. Là, dans le virage, les empreintes des 4 pneus se détachaient les unes des autres au lieu d'en former qu'une paire. Tiens, le pneu avant droit avait 4 nervures, pas 5 comme les 3 autres. Si jamais il retrouvera une voiture dont les pneus présentaient la même caractéristique, ce serait sûrement celle de son voleur. Ravi d'avoir joué au détective et d'avoir trouvé un élément qui lui semblait significatif, Benjamin Tardif en avait oublié de surveiller la route. Heureusement, il n'y avait pas de vent, ce qui lui permit d'entendre venir un véhicule qui descendait du Hilltop of the World. Il se tourna, fit un point noir qui grossissait rapidement. Elle se releva et s'avança vers les buissons. C'était une camionnette et elle s'arrêta à sa hauteur. Le cœur battant, Benjamin Tardif en vit descendre un homme au ventre rebondi qui portait des verres fumés sous sa longue palette d'une casquette. L'homme tendit la main derrière son siège, sortit une carabine, regardant en direction du désert. Benjamin Tardif retint son souffle. « Bon Dieu, faites que ce soit une coyote, » se dit-il en le cherchant un des yeux sans le trouver. Le chasseur ne le trouva pas non plus, puisqu'il retourna bientôt à sa camionnette, remit la carabine à sa place et repartit. Avant de sortir de sa cachette, Benjamin Tardif attendit que la camionnette ne soit plus qu'une minuscule pointe à l'horizon. Il s'avança sur la route, cette fois en regardant souvent d'un côté et de l'autre, et examinant les empreintes qu'elles avaient laissées. Elles étaient considérablement plus larges que celles qu'il venait d'examiner, dont son voleur n'était pas vraisemblablement pas un de ces hommes en camionnette, à moins qu'il existe une vaste gamme de largeur dans les pneus de ces véhicules. Vaguement soulagée,
Elle revint à la maison en passant par la mer, en se laissant porter par le courant le plus possible et prenant bien soin de ne pas perdre ses mitaines coincées dans sa ceinture. La femme revint à la fin de la journée. Elle entra de nouveau chez elle sans la regarder, ressortit un peu plus tard et lui tendit un bol qui contenait encore du chili, la même cuillère rouillée. Elle lui tourna le dos sans dire un mot, mais elle la retint par le bras. Écoutez, il faut que vous m'aidiez. Je peux rien pour vous. Il y a des automobilistes qui s'arrêtent prendre de l'essence chez vous. Des fois un par jour, des fois deux, des fois pas du tout. Vous pourriez donner à quelqu'un le numéro de mon frère à Montréal avec un message pour qu'il vienne m'aider. Je vous écrirai tout ça sur un bout de papier. Je n'ai pas de crayon. Il faillit perdre patience. Écoutez, si vous étiez dans mon pays et vous étiez dans le pétrin comme moi, je jure que je ferai au moins ça là pour vous aider. Facile à dire. D'ailleurs, si vous donnez la peine d'expliquer au sheriff Case que vous m'avez trouvé tout nu et que je n'ai pas de vêtements et que vous m'avez prêté, vous pensez vraiment qu'il va me tirer dessus en m'apercevant? Elle haussa les épaules comme quelqu'un qui a tenté d'expliquer à un enfant ce qu'un enfant est incapable de comprendre. Ce n'est pas en laissant des gars se promener dans le comté en culotte de femme que Justin Case va gagner ses élections, en tout cas. Il s'appelle Justin Case. Monsieur le shérif Justin Case. Benjamin Tardif se souvint d'avoir, en faisant le plein à Justin Last Run, remarqué des affiches collées à des poteaux. Les deux lignes, Justin Case et Vote, étaient séparées par une tête coiffée d'un grand chapeau et ornée d'un visage qui semblait faire un effort surhumain pour ne pas sourire. Comme le texte était imprimé en majuscule, Benjamin Tardif avait cru que la première ligne était en 3 mots, Just in case, et qu'il s'agissait d'une affiche pour inciter les gens à voter, tout simplement. La seule explication qu'il avait pu trouver à la présence du cowboy, c'était qu'il était là pour illustrer le genre de sinistre individu qui risque de terroriser les honnêtes gens qui ne s'acquittent pas de leur devoir démocratique. C'était quand même pas un assassin, votre shérif, protesta-t-il, encore redoutant qu'il lui raconte que Justin Case avait tué des dizaines de types qui se baladaient dans la région anticulotte. Pas un assassin, non. Mais les Chicanos, comme vous, ont dit qu'il en a laissé des douzaines dans le sable du désert. Chicanos like you, elle le prenait pour un Mexicain. Peut-être cela expliquait-il bien des choses. Mais je ne suis pas Mexicain, je suis Canadien. Elle avait failli dire I'm from Quebec, mais ce n'était pas du tout ce qu'elle savait où cela se trouvait, ni même que cela existait. Elle ne pouvait par contre ignorer où se trouvait le Canada. Aucune main ébranlée, elle haussa les épaules. Chicano, Canadien, c'est pareil, dit-elle. Elle ignorait où se trouvait le Canada. Peut-être croyait-elle qu'il s'agissait d'une province du Mexique. Elle eut envie de lui donner un cours de géographie, mais ce n'était pas le moment. Vous pensez qu'il va me prendre pour un Mexicain? Je n'ai pas quand même une tête de Mexicain. Vous avez vos papiers d'identité? Non. Si vous n'avez pas de papier, vous êtes Chicano ici. Et vous êtes Chicano sans papier ou vous êtes dans l'illégalité. Beaucoup de gens dans le comté disent que renvoyer chez lui un Chicano illégal, ça sert à rien. Parce que chaque fois qu'on en revoit un, il revient 10. Le sheriff Case, lui, il n'a jamais reconduit un Chicano à la frontière. Et c'est pour ça qu'il va gagner ses élections. Parce qu'on voit plus un seul par ici des Chicanos. Ils se sont passés le mot. Même que vous êtes le premier qu'on voit depuis au moins 6 mois. Mais je suis pas Mexicain, je suis Canadien. Du Canada, le pays au nord des États-Unis d'Amérique, pas au sud. Elle haussa encore les épaules, se retourna pour rentrer chez elle. Moi, pour ce que je vous en dis, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aller vous faire tuer par Justin Case quand vous voudrez. Mais je veux rien avoir là-dedans. J'aime pas que le monde meure. C'est sur ce noble sentiment qu'elle mit fin à la conversation. En faisant battre derrière elle la porte moustiquaire en contreplaqué. Elle passait la tête par la porte une autre fois. J'attends quelqu'un ce soir. Vous avez intérêt par vous le montrer. Justin Case, je suppose, crie Benjamin Tardif en même temps pour que la porte claquait de nouveau derrière elle. Elle rouvrit la porte, faillait quelque chose, mais elle tira la langue au sein des épaules et laissa la porte claquer derrière elle. C'était donc ça. Enfin, elle aurait l'occasion de voir ce fameux shérif. Et aussi de vérifier si sa voiture n'aurait pas par hasard 3 pneus à 5 nerveux et un à 4. Que fera-t-il dans ce cas? Assis sur sa pierre préférée, sous son palmier préféré, il évoqua de nouvelles possibilités. Retourner sur la route, implorer l'aide d'un automobiliste en disant que le shérif l'avait dévalisé en espérant que l'automobiliste ne sera pas un ami de celui-ci. Ou s'adresser au shérif d'homme à homme, raconter qu'il était lui-même un personnage fort connu dans son pays, un écrivain célèbre peut-être, et que sa disparition faisait du bruit.
Autant plus qu'il avait téléphoné chez lui de Junior's Last Run et que les recherches se portaient forcément sur cette région pour l'assurer que s'il faisait activement rechercher son Westphalia et ses affaires personnelles, tout se terminerait bien pour tout le monde. En inventant ces scénarios et d'autres encore, il tendait l'oreille à tout bruit de voiture annonçant l'arrivée du shérif. Ce fut plutôt un hennissement strident qui mit un terme à ses réflexions. Il se retourna vers la maison, se tapit derrière le rocher, et il vit arriver le shérif Justin Case à cheval. C'était bien l'homme qu'il avait vu sur les affiches. Justin Case, vote! Il avait toutefois la mine plus patibulaire que sa photo. Deux choses seulement permettaient de le distinguer d'un cowboy bedonnant relégué au chômage. D'abord, une étoile à 6 pointes, bien astiquée, qui brillait sur le dernier éclair du soleil couchant, et aussi un grand chapeau sur lequel étaient peintes deux étoiles blanches sur le fond bleu et des bandes blanches et rouges, proclamant que Justin Case est un vrai patriote. Ces décorations, qui auraient pu lui donner un air de cowboy d'opérette, étaient à demi effacées par la pluie et le soleil, et c'est tout juste que son chapeau de 40 livres, on disait bien un 10-gallon hat en anglais, n'avait pas l'air de sortir d'une chic boutique de Nouvelle-Angleterre. Le shérif descendit de cheval avec aisance et enroula nonchalamment la bride autour de la balustrade de la galerie avant de monter les 3 marches d'entrée sans frapper. Il ressortit après le coucher du soleil et remonta à cheval avec la souplesse de quelqu'un qui a fait ça toute sa vie et repartit en faisant hennir son cheval. Quelques minutes plus tard, la femme sortit à son tour et vint retrouver Benjamin Tardif, assis sur sa pierre. « Vous avez bien fait de vous cacher. Il y a des étrangers qu'on lui a signalés dans la région. Il m'a dit que s'il envoyait, il leur tirerait dessus à vue. Il porte toujours un chapeau comme ça? Comment? Avec le drapeau? » Elle s'est mise à rire d'un gloussement plutôt agréable à écouter. « C'est son chapeau de campagne électorale, dit-elle lorsqu'elle reprit son sérieux. C'est ce chapeau-là qui l'a fait gagner 3 fois déjà. Mais son adversaire, lui aussi, n'a qu'à border le drapeau américain. Son adversaire, il n'en a pas. Vous voulez dire que Justin Case fait une campagne électorale, même si c'est le seul candidat? Justin Case croit à la démocratie. Il dit que voter, c'est qu'une distingue des Cubains et des Mexicains. Vous allez voter pour lui? Bien sûr, pour qui d'autre je pourrais voter? Et elle se remit à rire d'un beau grand rire sonore qui la fit sourire. Elle allait se retourner encore une fois pour entrer lorsqu'il la retient par le bout de sa jupe. Qu'est-ce qu'une fille comme vous fait dans un roi comme ça? Vous êtes pas le premier à me demander ça, mais ça ne vous regarde pas. Ça vous intéresse même pas de toute façon. Oui, ça m'intéresse. Je comprends pas comment vous pouvez survivre en faisant le plein qu'à 1 ou 2 voitures par jour. Je n'ai pas besoin de grand-chose, une boîte de chili, du pain, du café, des vêtements neufs, des fois, quand je me mets au régime. Elle se remit à rire. Elle a dû boire un coup avec le shérif, songea-t-il. Et puis, l'été, quand tout le monde va en vacances à Modernia, je fais de très bonnes affaires. Des fois 10, même 20 pleins par jour. Et surtout du super, ça rapporte. C'est à vous la maison et la... Et les stades des stations-service, mais elle le dit même parce que l'expression anglaise pour poste d'essence ne lui vint à l'esprit qu'une fois lorsqu'elle posait sa question. C'était à mon mari. Quand il est mort, c'est moi qui ai tout eu. Elle dit cela avec une fierté évidente et en soulignant 3 fois le mot everything. Sans doute n'avait-elle jamais eu grand-chose à elle dans la vie. Pourquoi n'avez-vous pas tous vendu? Ça valait presque rien, mais Justin m'a dit que cela vaudra beaucoup d'argent un jour, lorsqu'ils feront l'autoroute 95. Tout le trafic qui va vers la côte et le Mexique passera par ici, parce que c'est bien plus joli et ça sera plus court. Je ferai construire un gros libre-service et on vendra des pleins camions citernes tous les jours. Dans le pénombre, ses dents blanches étincelaient de joie à la perspective de vendre tant d'essence en si peu de temps. Et si l'autoroute n'est jamais... Elle interrompit et dit avec le souverain mépris des travailleurs à l'égard des fainéants. Il faut que j'aille me coucher. Je travaille, moi, demain matin. Il eut envie de lui dire qu'il travaillait comme un fou 6 mois par année et que sur 12 mois, ça lui faisait bien plus d'heures de travail qu'elle n'en passait jamais à faire le pain d'essence, même en période de pointe sur la route de Badernia. Mais elle était déjà hors de la portée de voix, de l'autre côté de la porte moustiquaire, sans moustiquaire. Et c'est la fin. Bye bye.